août 2010, aux abords du désert d'Atacama, dans le nord du Chili, à 700 m sous la surface. Pas de séisme et aucune alerte officielle de catastrophe n'a été déclenchée. 700 000 tonnes de roches se sont détachées et ont chuté verticalement, scellé complètement l'arbre principal. Les gens à la surface se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas, seulement lorsqu'un nuage de poussière s'est levé de la mine. On ignorait même le nombre de personnes piégées. Pour les 7 prochains jours, personne ne savait s'ils étaient encore en vie. La mine San José à Copiapó, Chili, est située dans l'un des endroits les plus arides de la planète, la limite nord du désert d'Atacama. Le sous-sol est riche en filons de cuivre et d'or, avec des racines minières remontant à la fin du Xe siècle. En 2010, c'était une mine vieillissante, vieille de plus de 100 ans, géologiquement parlant. La roche n'est pas uniforme ici. Des décennies d'exploitation minière ont laissé de nombreuses cavités à l'intérieur. Une épaisse couche de roche instable recouvrait ces interstices. Avertissement concernant les risques structurels de la mine avait été soulevé pendant plusieurs années. En 2007, un accident mortel a coûté la vie à un mineur et la mine a été fermée. Cependant, sa réouverture a été autorisée un an plus tard. Les critiques affirment que cela a coïncidé avec la hausse des prix du cuivre, privilégier la production à la sécurité. Cette tragédie est inexplicable par simple cupidité ou négligence de la part des entreprises. À l'époque, la réglementation minière chilienne s'appuyait sur un système de contrôle basé sur l'autodéclaration. Un seul inspecteur gérant des dizaines de mines. Juillet 2010, un mois avant l'effondrement, on entendait le bruit de roches qui bougeaient. Des échos se mirent à résonner à l'intérieur des conduits. Les mineurs se partageaient ces signes de danger et certains les ont signalés à leurs supérieurs. Mais selon les survivants, les opérations n'ont pas été interrompues. Alors que les avertissements et les défauts s'accumulaient côte à côte, l'effondrement, 700 m plus bas, approchait. La mine de San José n'était pas un simple puits vertical. Une route en spirale suivait les pentes abruptes, permettant aux véhicules d'atteindre une profondeur de 720 mètres. Le long de cette route se trouvait un endroit appelé l'abri. La loi obligeait le refuge à stocker des aliments et des provisions d'urgence en permanence. Cependant, le 5 août 2010, seules 48 heures de nourriture ont été retrouvées à l'intérieur. Il n'a jamais été prévu que cela puisse faire vivre 33 hommes. Les 33 hommes piégés sous terre. On y trouvait notamment des foreurs, des mécaniciens et des électriciens. Ils représentaient toute une gamme de rôles essentiels aux opérations souterraines. Beaucoup étaient des vétérans avec plus de 10 ans d'expérience. Cette expertise diversifiée est devenue leur clé de survie. Le chef d'équipe Luis Josua, ancien géomètre, pourrait interpréter les plans et les changements structurels. Le 5 août 2010 à 14h00, après leur pause déjeuner, certains mineurs, nous étions en train de retourner dans le puits. Peu après 14h00, une sensation étrange les envahit à l'intérieur avant même que ceux qui étaient à la surface ne s'en aperçoivent. Contrairement à un tremblement de terre, ont déclaré les survivants. J'avais l'impression que la montagne entière s'effondrait. Un grondement assourdissant retentit lorsque la poussière et les débris remplirent le puits. On estime à 700 000 tonnes. Un morceau de roche abyssé et bloqué le puits principal. L'entrée étant scellée, les mineurs se rassemblèrent dans la poussière et se dirigèrent vers l'abri. Au départ, ils cherchaient un moyen de s'échapper par leurs propres moyens. Les plans indiquaient clairement la présence d'échelles de secours. Mais à 700 m de profondeur, les mineurs ont découvert que des sections cruciales de ces échelles étaient manquantes. Les équipes de secours ont atteint la surface le même jour, mais un simple accès s'est avéré impossible. L'arbre principal était déjà complètement bloqué et après un second effondrement lors de la tentative de sauvetage, les équipes ont été contraintes de se retirer de l'entrée. Dès lors, la seule option restante était le forage. Les foreuses ont entamé leur descente, creusant profondément dans la terre. Mais les premiers et deuxièmes forages n'ont pas permis d'atteindre la cible. Pour viser précisément une cible située à 700 m en dessous, avec un forêt de seulement quelques centimètres de large, était une tâche arrangeuse élevée où la théorie se heurta à de dures réalités géologiques. 8 forages ont échoué l'un après l'autre. Les mineurs martelaient des tuyaux métalliques pour envoyer des signaux, mais le son s'est éteint bien avant d'atteindre la surface. 11 août. Les familles ont commencé à se rassembler à l'entrée de la mine. Un campement de tentes commença à se former à proximité, plus tard rebaptisé Camp Hope. Officiellement, le sort des 33 restait inconnu. Pour diriger l'opération de sauvetage, l'ingénieur des mines André Sougaré a été nommé. Son premier constat était clair, la restauration de l'entrée était impossible. L'attention s'est portée sur la recherche de survivants par forage. Sans aucune preuve de vie souterraine, il a décidé que l'opération devait se poursuivre. Alors que 8 tentatives de forage ont échoué en surface, les 33 mineurs se sont rassemblés dans l'abri en contrebas. Les piles de la lampe torche faiblissaient. La température a dépassé les 32 degrés C et l'humidité atteint près de 100%. Confrontés à l'obscurité, à la chaleur et à seulement 48 heures de nourriture,
Louis Giorgio a immédiatement commencé à rationner les approvisionnements pour faire durer au maximum 48 heures de nourriture. Les rations journalières ont été réduites au strict minimum. Toutes les 48 heures, chaque homme recevait 2 cuillères de thon, un demi-biscuit et une gorgée de lait. Ce régime alimentaire exténuant dura 17 jours. La gestion de l'éclairage était également cruciale. Ils ont branché des batteries de camions pour faire clignoter les phares, minimiser la consommation d'énergie au maximum. Ils filtraient l'eau industrielle provenant des réservoirs de refroidissement des camions et d'après le faible souffle d'air provenant de les vents. Ils décidèrent où chacun dormirait pendant 17 jours. Leur apport calorique n'a été que fractionnaire du minimum requis pour la survie. La température et l'humidité étaient presque à la limite pour que le corps humain puisse endurer à long terme. Certains présentaient des signes de déshydratation et d'instabilité mentale. Dans cette situation, l'approche adoptée par Louis Giorgio, il ne s'agissait pas d'une chaîne de commandement, mais d'un système de consensus. Un rationnement, utilisation de l'espace et horaire de travail. Les décisions relatives à la survie ont été discutées et décidées à la majorité des voix, qui ont supprimé les conflits hiérarchiques au sein du groupe et ont contribué à préserver leur autonomie psychologique. Mais tout ne s'est pas déroulé dans l'ordre. Au fur et à mesure que l'isolement se prolongeait chez certains mineurs, la rumeur courait que le monde extérieur les avait peut-être abandonnés. Aucun son ne provenait de la surface et aucun signal n'est arrivé. L'obscurité et le silence durèrent 17 jours. De la surface à un espace précis situé à 700 mètres de profondeur, pour la percer avec une perceuse de seulement quelques centimètres de large, se trouvait dans un royaume où la réalité s'écartait bien plus de la théorie. Et 3 conditions ont engendré cette erreur. Premièrement, il y avait l'hétérogénéité géologique. La dureté et la densité variaient selon la section, ce qui entraînait une légère dérive du forêt. Et cette erreur s'est accumulée sur des centaines de mètres, s'étendant sur plusieurs dizaines de mètres sous terre. Deuxièmement, il s'agissait des conditions géologiques de la ligne de San José. Les couches d'andésite dures ont rapidement usé les forêts. Et dans les qualités vides formées par l'exploitation minière. Dans certaines sections, la forêt a perdu son alignement, adhésif de sa trajectoire et adhéré. Troisièmement, c'était l'absence d'informations. Les coordonnées précises du lieu où les survivants se sont rassemblés n'ont pas été communiquées et les relevés topographiques existants après l'effondrement n'étaient plus fiables. Les 8 tentatives infructueuses étaient le résultat de ces 3 facteurs. L'équipe de Sougaret a procédé à un recalibrage en calculant rétrospectivement chaque écart. Lancé simultanément un forage parallèle à 3 fois depuis différents angles, activant ce qu'on appelait les plans A, B et C. En surface, le président Sébastien Pignora a visité le site et a publiquement déclaré son engagement dans le sauvetage, ce qui n'était pas seulement une explication, mais une prémisse. A effectivement permis de que l'opération ne serait pas attendue. Le 22 août 2010, une anomalie a été détectée lors de la récupération d'une œuvre forêt. Un sac en plastique était fixé avec du ruban adhésif rouge au forêt et à l'intérieur se trouvait un mot écrit en caractères gras. Nous sommes tous les 33 en sécurité dans l'abri. 17 jours de l'effondrement. Ce message était bien plus qu'un simple test de survie. Les mineurs ont interprété la foreuse comme un signal pour les retrouver. Saisir ce moment pour rechercher activement la communication. Famille, téléspectateurs de tout le Chili et les médias du monde entier ont pris connaissance de cette note de survie. Comme un tournant émotionnel immédiat, mais pour les sauveteurs, c'était le signal de départ. La survie confirmée, l'objectif n'était plus une question de chance, mais un résultat qu'il fallait atteindre. Plus tard, Sougaret est revenu sur ce moment lors d'une interview et a déclaré ceci. Le moment où j'ai eu le mot, la question s'est complètement transformée en celle de savoir comment les faire sortir. Après que leur survie a été confirmée, l'opération de sauvetage s'est orientée vers une structure parallèle qui a rempli 2 fonctions. L'une d'elles était constituée de galeries isolées à 700 mètres sous terre pour assurer la survie des personnes piégées sous terre jusqu'à la fin des opérations de sauvetage. L'autre était un passage de diamètre pour une personne fixée à cette profondeur précise. Pour la première tâche, appelée Paloma, un tube d'alimentation d'environ 12 cm de diamètre a été mis en marche par le forage existant. Nourriture, médicaments, appareils de communication, approvisionnement en oxygène et les petits appareils photo ont été livrés successivement. Le 25 août, lorsque la caméra a atteint la profondeur souterraine, des images en direct du mineur ont été transmises à la surface pour la première fois. Le forage pour la deuxième tâche s'est effectué simultanément à partir de 3 directions. Le plan A consistait à élargir le diamètre à l'aide d'un petit forêt. Le plan B consistait en une grande foreuse rotative pour l'exploration pétrolière. Et le plan C consistait en du matériel de forage à haute pression. Le plan B a démontré la vitesse de forage la plus rapide et est devenu l'opération principale. Mais en pénétrant dans les couches d'andésite début septembre, la vitesse a chuté brutalement. Le 17 septembre, des trépans endommagés ont temporairement interrompu les opérations et des services logistiques d'urgence ont été activés pour obtenir des caisses de rechange. À ce stade, l'équipe de secours est passée à un système à long terme, avec des psychologues sur place. Un protocole de communication quotidien a été mis en place. L'état psychologique, la santé et les liens familiaux de chaque personne ont été étroitement surveillés. Des prières quotidiennes et des messages familiaux étaient diffusés.
discipline clandestine et volontaire formée après l'année septembre. Les 33 ont maintenu un ordre interne en tant que groupe unique. Parallèlement, une capsule de sauvetage dédiée a été conçue, construite par des techniciens de la marine chilienne. Le Phoenix était une structure cylindrique d'environ 54 cm de large et 4 m de long, notamment l'oxygène, la communication et les systèmes de contrôle environnemental. Cette capsule a été conçue avec un dégagement minimal pour le passage. L'espace avec les murs n'était que de quelques centimètres. Le 9 octobre, le forêt du plan B a atteint l'espace des mineurs à 622 m. Les vibrations de la perceuse enregistrées par les capteurs ont confirmé le contact, mais la stabilisation par l'insertion d'un tubage en acier dans les 96 mètres supérieurs, ce qui signifie qu'aucun sauvetage immédiat n'a eu lieu. L'insertion du boîtier a pris environ 2 jours. Dans la nuit du 12 octobre, après les derniers contrôles de sécurité, le début des opérations de sauvetage était prévu peu après minuit le 13 octobre. Cela était dû à l'instabilité du substratum rocheux pour éliminer les risques de chute de pierre lors du déplacement de la capsule. Le 13 octobre de midi à 00 h11, la capsule Phoenix 2 atteint la surface, confirmant ainsi l'existence du premier survivant. Florencio Avallo, le plus robuste des 33, fut choisi en premier et retrouvèrent leur famille à la surface. Par la suite, le sauvetage s'est poursuivi en maintenant un cycle constant. Il fallait environ 15 minutes à chaque mineur pour monter de 700 mètres dans la capsule, y compris les examens médicaux et la préparation du prochain embarquement, chaque cycle complet se répétant environ toutes les heures. Le même jour, à 21 h 55, le dernier mineur, Luis Urzúa, a atteint la surface. En tant que chef d'équipe, il a choisi le dernier tour, rapportant l'achèvement du sauvetage au président Sebastián Piñera. La tâche est accomplie. Nous avons mené 33 projets et les 33 ont été livrés. Le temps total pour que les 33 personnes reviennent à la surface était de 22 h 37 m. Plus tard, le 14 octobre, après le retrait des 6 secouristes qui soutenaient les opérations souterraines, l'opération Phoenix est officiellement terminée après 22 heures de sauvetage. Les médias l'ont présenté comme un miracle, mais les survivants ont dû faire face à un syndrome de stress post-traumatique à long terme, à la peur, à l'insomnie et à l'isolement social, et des questions complexes. Certains n'ont pas réussi à retrouver leur emploi initial. Des conflits concernant les films, les médias et les fonds de soutien ont suivi. En 2020, un mémorial a été construit sur le site mini. Le refuge est fermé et l'accès du public y est restreint. Le message crucial transmis par la perceuse alors y est actuellement conservé au Musée national du Chili. La mine de San José où les 33 ont été isolés reste considérée comme un miracle.